Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique. Ce soir, je reçois sur ce plateau Sylvie Gustave Diduflo, qui est 4e vice-présidente du Conseil régional. Et puis, nous parlerons aussi de ses fonctions, des fonctions qui ont un lien avec l'actualité, on va dire, et elle aura à nous faire part de certaines choses qui méritent d'être mises en plateau. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, une actualité assez riche, je dirais. Tout d'abord, ce pass vaccinal qui, je vais dire, dès aujourd'hui, a été mise en place au niveau de l'Hexagone. Alors, on attend un petit peu chez nous puisque le préfet aura à s'exprimer là-dessus avant la fin du mois, donc c'est très très bientôt. Concernant ce pass vaccinal. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfaite notamment du travail de nos élus, de nos parlementaires, puisque apparemment ils seront consultés, ils auront aussi leur mot à dire. En tout cas, il y aura une discussion avec Monsieur le Préfet sur le sujet. Est-ce qu'on peut dire que c'est une belle avancée pour la Guadeloupe? Merci Yves Boissé de m'avoir invité et merci à tous vos téléspectateurs d'être devant leur petit écran ce soir. Alors, en ce qui concerne le pass vaccinal, c'est vrai qu'il est rentré en application ce lundi. Et en ce qui concerne la Guadeloupe, il y a eu un amendement qui a été porté, construit par l'ensemble des élus, à savoir les parlementaires, enfin pratiquement la majorité des parlementaires, les exécutifs, pour que justement, compte tenu de la situation sanitaire et du schéma vaccinal, eh bien, une dérogation soit faite sur l'application de ce pass vaccinal. Donc, selon ce que dit la loi, il faudra une consultation du préfet avec l'ARS, les parlementaires, les exécutifs régionaux et départementaux, et évidemment aussi avec l'association des maires avant que ce pass vaccinal puisse être appliqué. Donc, je pense que c'est une excellente chose puisque ça permet de voir que, eh bien, la loi s'adapte un peu à nos spécificités et tient compte de la situation dans laquelle nous sommes. Alors, tient compte de la situation dans laquelle nous sommes, mais quand on lit, bien sûr, cette loi, quand on lit aussi tout ce qu'il y a autour, c'est quand même pour une durée limitée. Oui. Adaptation, durée limitée. C'est une adaptation à durée limitée. Je crois que tout un chacun, le législateur comme le citoyen, aspire à sortir de ces contraintes. Un pass sanitaire, un pass vaccinal, c'est une contrainte. Mais c'est une contrainte, je dirais, de lutte. Lorsque Emmanuel Macron avait dit que nous étions en guerre, nous avions sous-estimé que 2 ans après, nous serions toujours en guerre contre ce virus. Un virus particulièrement, je dirais, intelligent. Entre guillemets, puisqu'il n'arrête pas de muter. Et en plus, les mutations se rajoutent à d'autres mutations. Donc, ce qui fait que nous sommes en guerre contre cette pandémie, nous sommes en guerre contre ce virus. Et donc, il a fallu prendre des mesures assez drastiques de restriction de liberté pour pouvoir faire face à ces vagues successives. Et aujourd'hui, je pense que lorsqu'on regarde la situation dans le monde, la France est un des pays les plus vaccinés au monde. Et aujourd'hui, la France, grâce au pass sanitaire puis au pass vaccinal, va très vite sortir de cette 5e vague Omicron. Et très vite, vous avez entendu les mesures édictées par Jean Castex pour le 2 février. On devrait rouvrir petit à petit les lieux culturels, on devrait réouvrir d'autres lieux pour permettre à la population de retrouver un semblant de vie normale. Et c'est vrai que... Alors des lieux, quand on lit ce qui se dit, des lieux qui sont quand même réservés pour les vaccinés. Alors dans tout le déroulé, on voit qu'il y a bien des lieux où les non-vaccinés ne pourront pas se rendre. Alors, la question qui se pose, c'est, et je le dis, on oublie souvent dans cette histoire qui est devenue très politique, que notre ennemi
principal, c'est la pandémie et que nous devons lutter contre un virus. Donc il faut remettre le clocher au centre du village. Et donc, on oublie également que nous, ici, lors de la 4e vague, qui a eu lieu au mois d'août, juillet, août, septembre, la Guadeloupe a été particulièrement meurtrie. On a eu 500 morts qui auraient pu être évités. Et la mortalité en Guadeloupe a été 13 fois supérieure à la mortalité nationale. Ce sont des chiffres qui doivent nous effrayer. Et ce sont des chiffres qui doivent nous encourager à aller vers des méthodes de prévention pour lutter contre les formes graves de la Covid. Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne sont pas vaccinées ont peur des vaccins ARN, de la méthodologie des vaccins ARN. Et on a de plus en plus de nouvelles molécules thérapeutiques qui arrivent sur le marché, avec la fameuse pilule Pfizer anti-Covid qui aurait une efficacité autour de 80% pour empêcher les formes graves. Et puis on arrive également sur un nouveau vaccin qui est beaucoup plus classique, puisqu'on l'utilisait déjà pour la diphtérie, enfin en tout cas la méthodologie pour la diphtérie, pour l'hépatite C. Donc c'est un vaccin dont on connaît le processus. Et donc là aussi, la population va avoir une variété, je dirais, de stratégies thérapeutiques. Et donc, il faut se protéger. Alors justement, et c'est bien que vous puissiez parler de tout cela, puisqu'on demande à entendre la voix de nos élus. Et puis, connaissant aussi votre profession, je pense que vous êtes bien placé aussi pour en parler. Mais justement, ce fameux comprimé-là qui est déjà apparemment sur le marché pourrait être l'une des solutions, ou peut-être la solution. Alors, la grande question aujourd'hui, pourquoi se précipiter pour un pass vaccinal, puisqu'il y a d'autres voies qui ont été explorées et qui pourraient porter réponse à ce problème Covid, forme grave? Je dirais que tout simplement, la vaccination, le pass vaccinal, plus précisément, c'est une manière d'inciter la population à se faire vacciner, ne le cachons pas. Parce que pour l'instant, même si on rajoute une pilule, etc., la meilleure prévention, c'est encore le vaccin. Que ça soit un vaccin ARN, que ça soit des vaccins plus classiques comme Janssen et Janssen, ou que ça soit le prochain vaccin, la meilleure prévention contre un virus, c'est un vaccin. Et je ne le dis pas pour le coronavirus, je le dis pour tous les virus aujourd'hui auxquels nous devons faire face. Aujourd'hui, vous avez vu en ce moment, il y a de la prévention pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Encore ce matin, j'entendais qu'à peu près 60 000 femmes meurent par année d'un cancer du col de l'utérus qui aurait pu être évité si elles s'étaient faites vacciner au bon moment contre le papillomavirus. Et vous avez ainsi d'autres virus qu'on jugule les effets par la vaccination anticipée. Donc le coronavirus, je dirais, c'est un virus parmi tous les virus qui nous entourent, et on a l'habitude de se vacciner pour se protéger contre ces maladies. Pourquoi pas contre le coronavirus? Alors c'est vrai que lorsque le vaccin contre le papillomavirus, qui est le virus qui entraîne la cancérisation du col de l'utérus, il y avait peut-être moins de réseaux sociaux. Tout le monde n'était pas, comme dirait Claude Malhuret, le sénateur, tout le monde n'était pas sorti de la Twitter Harvard School ou de Facebook. Mais les médecins le savaient, ils ne l'ont pas forcément Medical School. Fait. D'accord, mais tout simplement, ce que je veux dire là-dessus, c'est que on a dans notre histoire, d'accord, quand on regarde un petit peu l'évolution de la science, quand on regarde les épidémies d'hépatite C, les épidémies de poliomyélite, aujourd'hui dans les pays occidentaux, la poliomyélite qui entraîne une dégénérescence des nerfs moteurs et la paralysie, puis la mort des individus, c'est éradiqué en Occident. Mais c'est éradiqué par quoi? Par le vaccin de Salk et Corbin qui ont mis en place
ce vaccin dans les années 70 et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons la chance de ne pas avoir d'enfants, en tout cas dans les pays occidentalisés qui sont paralysés ou qui meurent avec la poliomyélite. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous voulons faire ? La vraie question, c'est que est-ce que nous voulons avancer ? Est-ce que notre population veut avancer ? Je reviens d'une semaine en métropole. Tout est ouvert. Le commerce fonctionne. Les soldes ont lieu. Vous avez vu, je regarde un petit peu l'actualité. Ici, les soldes sont plutôt moroses. Nous avons perdu la croisière. Nous avons des entreprises qui ferment. Nous avons une économie en berne. Que voulons-nous faire ? Et je crois qu'aujourd'hui, ce que la population doit se dire, c'est que oui, je me vaccine pour me protéger de la forme grave du Covid, d'accord, puisque le vaccin n'empêche pas la transmission. Mais en même temps que je me vaccine, j'aide les étudiants à aller en cours. J'aide les enfants à aller à l'école. J'aide mon économie. J'aide les demandeurs d'emploi à trouver quelque chose. Très clairement, Madame Boissé, en 2022, la France hexagonale va atteindre le plein emploi. C'est-à-dire qu'on aura autour de 7% de taux de chômage. C'est considéré comme du plein emploi. Mais ça n'a été possible, d'accord, que parce qu'il y a eu une politique absolument volontariste du gouvernement à mettre en place le pass sanitaire, le pass vaccinal, pour pouvoir permettre à l'économie de pouvoir continuer à vivre. Et ce taux de plein emploi à 7%, c'est du jamais vu depuis 1975. En France hexagonale, Madame Boissé, vous allez faire des courses, vous allez faire du shopping, vous allez faire les soldes, on recherche du monde. On augmente les salaires parce qu'on ne trouve pas du monde. Les restaurants parce augmentent. qu'il y a aussi des gens qui ont refusé de se faire vacciner, donc qui ne peuvent pas travailler. Non, mais c'est plus ou que qui ça. ont dû recourir à une reconversion. Ou les gens ont fait des reconversions, c'est leur choix. Mais aujourd'hui, partout où vous allez, vous voyez des petites affichettes. Nous cherchons un employé, nous cherchons un vendeur, nous cherchons, etc. Donc, moi, c'est vraiment, en tant que politique, j'aimerais que la Guadeloupe reprenne cette direction. Et pour nous, il faut qu'on sorte de la crise sanitaire. On n'arrivera peut-être jamais à éradiquer ce coronavirus. Il faudra peut-être apprendre à vivre avec. Et peut-être qu'il nous faudra faire des rappels. Alors, j'ai vu en matière de scientifiques, les scientifiques sont en train de travailler sur un pan-corona-vaccin qui pourrait reconnaître plusieurs formes de mutation de coronavirus et une seule injection pourrait couvrir l'ensemble des mutations. C'est ce sur quoi aujourd'hui travaillent les scientifiques. Au lieu d'avoir une première, une deuxième, une troisième, une quatrième dose, un peu comme le vaccin, à chaque hiver, le virus de la grippe mute et donc on est obligé de donner un nouveau vaccin, il pourrait travailler sur un vaccin qui reconnaît différentes formes du coronavirus et donc à ce moment-là, on n'aurait pas à faire des rappels aussi rapprochés. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas à faire des rappels tous les 3 ans, tous les 5 ans, mais en tout cas, pas aussi rapprochés. Donc, on est dans quelque chose d'exceptionnel, Madame Yvelisse Boissé. On est dans une pandémie où la science avance en même temps que le citoyen. Rappelez-vous, ce qu'on savait en janvier 2020 et ce que nous savons en janvier 2022, 2 années où on a appris à cohabiter avec ce virus, à s'adapter, ouvrir, fermer, confiner, déconfiner, accélérer, etc. On a appris à vivre avec ce coronavirus. Alors, est-ce qu'on peut dire que la France est en avance par rapport à d'autres pays? Et on voit qu'il y a des pays aujourd'hui qui disent, comme l'Espagne, comme l'Italie, etc., qui disent, nous, on en a marre de cette histoire de vaccination, de passe sanitaire, de passe vaccinal. On va soigner ce coronavirus comme on soigne une grippe. Et puis, on va arrêter avec toutes ces restrictions, on va arrêter avec tout ça. Alors, est-ce que pour vous, ces pays reculent? Et est-ce que la France avance? Puisqu'on voit que la France continue dans sa ligne et continue justement à poser des actes drastiques. Donc, comment est-ce que la population
notamment la population guadeloupéenne, qui regarde tout ça, qui a l'ouverture sur le monde, comment cette population peut se positionner pour le vaccin. Et puis pour la France, je vous donne le tout en bloc. Pour la France, effectivement, vous avez dit qu'il y a des personnes qui recherchent des salariés, en tout cas qui recherchent des demandeurs d'emploi. Mais est-ce que justement la France ne sera pas en difficulté par rapport à tous ces pays qui justement assouplissent, puisqu'on peut parler de fuite de capitaux, on peut parler d'investisseurs qui ne viendront plus en France, de touristes qui n'ont pas envie de se faire vacciner, qui ne viendront plus en France. Alors, est-ce que la France a fait un bon calcul, forcément ? Moi, je pense que la France a fait un bon calcul, puisqu'on voit qu'il y a une dynamique de croissance, d'accord, et une croissance qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Les chiffres, les résultats économiques sont là. On retrouve un plein emploi qu'on n'avait jamais vu. Et puis, aujourd'hui, Madame Boissé, il n'y a pas de recette miracle. D'accord ? Chaque pays essaie de faire en fonction de sa population, de ce qui est acceptable ou pas acceptable. D'accord ? Et en fonction des données de la science. Effectivement, j'ai vu que l'Espagne se disait, bon, on arrête les restrictions, etc. On verra bien. S'il n'y a pas de nouvelles mutations de virus, pourquoi ? Parce que quand on regarde la population de la Guadeloupe, en termes de sérologie, comme on avait eu la 4e vague, on a estimé que 70% de la population avait des anticorps contre le variant Delta. Et puis bingo, le variant Omicron est arrivé. Donc il a fallu faire la 3e dose. Et on voit, quand on regarde les courbes, on voit que la 3e dose est efficace, d'accord, pour lutter contre l'hospitalisation et les formes graves que peuvent induire également Omicron. Même si beaucoup disent qu'il est peut-être moins virulent. Mais on l'a vu dans certains pays d'Afrique où Omicron n'a pas fait de dégâts forcément. Cette population d'Afrique était beaucoup plus jeune et avait beaucoup moins de handicap. Si on prend le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, c'est une population qui est beaucoup plus jeune. Nous, en Guadeloupe, en Martinique, nous cumulons les handicaps. Une population vieillissante, une population avec davantage de comorbidités. Donc, c'est pour ça aussi, aujourd'hui, la Guadeloupe et la Martinique sont vraiment examinées par les scientifiques parce que les modèles d'évolution de l'épidémie à Omicron avaient été observés sur l'Afrique du Sud, sur l'Angleterre et sur la France hexagonale. Si l'Afrique du Sud est un pays jeune, avec une dynamique de population jeune, en Angleterre et en France hexagonale, où on a aussi une population vieillissante, mais on avait une population qui était vaccinée à plus de 80%. Donc aujourd'hui, la Guadeloupe, on a un schéma vaccinal complet autour de 40%, on a un taux de comorbidité élevé, on a une population vieillissante. Là aussi, les scientifiques auront à sortir des conclusions. Donc, vous voyez que chaque modèle n'est pas transposable en l'état d'un pays à l'autre et qu'on doit tenir compte des spécificités. C'est vrai que du pass sanitaire, on est passé au pass vaccinal, mais vous avez vu que le Conseil constitutionnel a limité l'utilisation de ce pass vaccinal, et au cas où on reviendrait à une situation, je dirais, sanitairement moins critique, eh bien le pass vaccinal devrait être levé. Donc voilà en substance qu'on peut dire. Moi, ce que je dirais, Madame Boissé, qu'il n'y a pas de recette miracle. Le gouvernement a commis des erreurs en début de crise et depuis 2 ans, eh bien, on apprend au quotidien. On apprend au quotidien de ce vaccin, on apprend au quotidien des scientifiques et quelquefois les scientifiques ne sont pas d'accord. Donc, quand on est élu et qu'il faut naviguer entre tout ça, eh ben, quelquefois, entre l'aspect sanitaire et l'aspect économique, eh bien, il faut trouver ce qui est le mieux pour la santé de la population, et tout en ménageant les effets ou l'impact économique. Donc, ce n'est pas évident. Une dernière question sur cet aspect. Il y aura certainement une adaptation pour la Guadeloupe et peut-être la Martinique, mais en tout cas, je m'arrête à la Guadeloupe. Alors, les Guadeloupéens non vaccinés devront quand même
ou seront confrontés à une difficulté parce que lorsque le Guadeloupéen sort de la Guadeloupe et va dans l'Hexagone, il va se retrouver face à une obligation vaccinale et il ne pourra pas de toute façon prendre l'avion, le train, etc. Il sera bloqué, il ne pourra pas faire grand-chose s'il arrive à sortir de la Guadeloupe pour arriver dans l'Hexagone. Ma foi, Donc, il est condamné à rester en Guadeloupe et pas forcément à partir. Donc, il y a quand même une incidence pour les Guadeloupéens non vaccinés. Quand on regarde un petit peu les sondages et qu'on demande, donc aux Français de l'Hexagone s'ils étaient pour ou contre le pass vaccinal, à près de 70%, ils étaient pour l'application du pass vaccinal. Au départ, quand on leur avait demandé pour le pass sanitaire, ils étaient majoritairement contre. Et puis finalement, Madame Boissé, quand on applique le pass sanitaire au quotidien, on se rend compte que pour entrer dans un restaurant, c'est l'affaire de quelques secondes. Ensuite, pour eux, passer du pass sanitaire au pass vaccinal, pour les Français de l'Hexagone, il n'y avait pas de grande différence puisqu'ils le présentaient déjà dans des établissements recevant du public, dans les restaurants, dans certains centres commerciaux, etc., etc. Aujourd'hui, simplement ce que vous êtes en train de dire, c'est que la Guadeloupe n'est pas une île isolée. Il faut qu'elle soit en connexion avec le monde qui est autour de l'archipel de la Guadeloupe et que, eh bien, ma foi, oui, pour pouvoir aller en France, il faudra présenter un pass vaccinal. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que lorsqu'on a le pass vaccinal, eh bien, ça n'est pas plus compliqué que de montrer sa carte d'identité quand on va à certains endroits et qu'on vous la demande. C'est l'affaire de quelques secondes et pas plus, quoi. Voilà. Mais en dehors de ce pass vaccinal, ce qui est important, et je le dis et je le redis, moi j'appelle à la population véritablement à préserver leur santé. S'ils veulent davantage d'informations, de ne pas hésiter à demander aux médecins traitants, aux pharmaciens qui sont autour d'eux, et puis il y a la cellule riposte Covid qui répond aussi aux questions. Donc de ne pas hésiter à se rapprocher, de ne pas hésiter à comparer les vaccins RN, vaccins plus classiques, de ne pas hésiter à demander des informations, parce que, in fine, au bout du compte, peu importe les crises, peu importe le discours politique, etc., pour ou contre, c'est une question de vie humaine. Et ça n'a pas de prix. Parce que lorsqu'on perd sa vie, on ne peut pas revenir en arrière. Mais il y a aussi des gens qui ont peur des effets indésirables du vaccin. Donc, aujourd'hui, qu'il ne faut pas en tenir compte? Il y a plusieurs milliards de personnes vaccinées. D'accord? Et sur la Guadeloupe, en termes d'effets indésirables, puisque je suis ça de très près, je regarde, etc., il n'y a pas d'effets indésirables majeurs répertoriés. Et donc, de toute façon, quel que soit le médicament que vous prenez, que vous soyez diabétique, hypertendu, il y a toujours un risque. Un vaccin, c'est un médicament. Mais en tout cas, sur cette grande population de personnes... C'est un médicament ou une protection? Le vaccin, c'est un préventif. Ça prévient que le SARS-CoV-2, le virus, ne descende sous votre tissu pulmonaire et vous abîme vos alvéoles pulmonaires, vous détruise en quelque sorte le poumon. Donc, c'est une stratégie thérapeutique, mais préventive. Voilà, donc nous pourrions aller encore plus loin sur tout cela, puisque la population demande et redemande à comprendre et pour avancer ou pour reculer, hein, parce qu'il y en a qui ont avancé et ensuite qui ont reculé. Alors maintenant, autre sujet, donc on a vu le travail des parlementaires, etc. Il y a cette question sur la mobilisation en Guadeloupe et ses effets. Alors, on a vu qu'il y a eu des arrestations. On a vu aussi que des élus ont été mis à mal dans tout cela. Alors, première question sur le sujet, comment vivez-vous cela? Comment avez-vous analysé le fait que les élus puissent être, je dirais, autant maltraités verbalement par la population? On le vit très mal. On le vit forcément très mal. En plus, je ne me cache pas, je suis une élue qui appelle à la vaccination. Sur les réseaux sociaux,
Il y a un leader d'opinion qui a appelé à brûler ma maison. Le sénateur Théophile a vu sa maison saccagée. Donc la violence, ainsi que Victoire Jasmin. Et puis, je ne parle même pas du directeur du CHU Côté-Long, à qui je renouvelle encore mon soutien dans cette épreuve. Et effectivement, on le vit très mal. Mais... vous avez peur? Non. Non. Non, je n'ai pas peur parce que je crois que fermement ce que je dis, c'est pour défendre ma population. Et j'ai la chance d'être à la fois une élue et une scientifique. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup dans l'appréhension de cette pandémie, d'accord? Et donc, autour de moi, j'ai incité les gens qui étaient autour de moi à se faire vacciner. Il a fallu du temps, il a fallu dialoguer, d'accord? Mais les convaincre que, pour l'instant, c'était le seul moyen qu'on avait de prévenir des formes graves de la Covid. Et non, j'ai pas peur, parce que je suis une élue engagée, que j'aime ma population, que je voudrais que, eh bien, qu'on sorte de la 5e vague, si c'était possible, avec 0 mort, mais ce n'est pas le cas, puisqu'on a déjà une augmentation des décès à l'hôpital. 9 décès, c'est ça? 9 décès, alors qu'on était généralement à 1 ou 2 décès, d'accord? Donc, sincèrement, j'espère que cette 5e vague, eh bien, on ne va pas avoir la 4e vague, parce que c'est dévastateur. C'est dévastateur d'avoir du monde. La 6e vague. La 4e vague, ben, en tout cas, qu'on n'ait pas autant de morts qu'on a eu sur la 4e vague, parce que c'est dévastateur, parce que du jour au lendemain, des gens que vous aimez, des gens qui sont autour de vous, disparaissent, parce que ces personnes ne sont pas faites vacciner et qu'elles ont pensé qu'elles étaient en pleine forme, qu'elles n'avaient pas de comorbidité. Et là, comme ça, en 3 jours, ces personnes sont emportées. Et puis on oublie aussi quelque chose d'important, c'est qu'autour de soi, cette pandémie fait aussi beaucoup de mal psychologiquement. Psychologiquement. Et j'ai autour de moi du monde, enfin un membre de ma famille qui s'est aussi pendu, qui n'a pas à supporter cette pandémie. Alors, sincèrement, je dis à la population, en dehors de la politique, en dehors de mettons ça derrière le dos et regardons ce que c'est que cette pandémie. On a une possibilité de ne pas faire de forme grave de la Covid. Il faut la saisir. Il faut la saisir, il faut la saisir. Et voilà. Moi, tous ceux que j'aime se sont fait vacciner. Tous ceux, j'ai insisté, j'ai parlementé, j'ai dialogué, parce que je ne voulais pas que les gens autour de moi meurent en se disant ah ouais, mais ça qu'il a pour de l'eau pas chaillée. C'est faux. Si ces personnes se font vacciner, c'est vrai, c'est jamais du 100%. Mais au moins, on sait que les formes graves sont évitées. Alors, moi, je dis à cette population que c'est ça qui est important. C'est la vie, c'est préserver la vie et c'est de faire en sorte que cette 5e vague, on ait le moins de morts possible. Comme nous ne sommes pas vaccinés, on aura probablement une 6e vague et une 7e vague. Aujourd'hui, on se fait vacciner à raison de 0,25% par semaine. Ça veut donc dire qu'il faudra des années pour que la population soit vaccinée. Et avec tout cela, moi je prie chaque soir pour qu'on n'ait pas une mutation qui soit tellement virulente de ce virus et que notre population soit décimée parce qu'elle ne se serait pas faite vacciner. Alors, sincèrement, c'est angoissant, c'est désespérant, d'accord ? Mais il faut continuer à dialoguer avec la population, dialoguer et toujours dialoguer. Voilà, moi, ce que je voulais dire en substance. Et c'est vrai. Mais pourquoi la parole de l'élu n'est plus forte? Pourquoi est-ce que les élus ne sont pas suivis? Parce que sur ce plateau, il y a eu beaucoup d'élus qui se sont succédés, qui ont parlé de vaccination. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement entre vous, élus, et votre population? Moi, je dirais que, vous savez, je suis une neurobiologiste, donc je connais le cerveau. Il y avait une fenêtre de tir pour que la population puisse entendre qu'il fallait qu'elle se fasse vacciner. C'était de janvier 2021 à juillet 2021. Et dans cette fenêtre de tir, nous, les politiques, nous n'avons pas eu de parole forte
pour inciter la population à aller se faire vacciner. On n'a pas eu de parole forte pour lui dire, on vous accompagne, on met les moyens, etc. Tout ça est venu après. Mais on a laissé la place à des leaders d'opinion qui se sont renseignés sur des Facebook, etc., et qui ont conditionné, et je pèse mes mots quand je dis ça, qui ont conditionné la population à ne plus écouter. Et c'est tellement grave ce que je suis en train de dire, qu'aujourd'hui, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, n'importe quel uluberlu qui sort de Pologne, de Suisse, de Pétauschnock, vient vous dire du mal du vaccin, vous allez le croire. Alors qu'ici même, nous avons des spécialistes. Nous avons le professeur Raymond Césaire, nous avons le docteur Bruno Jarige, vous avez Emmanuel Gordien, Serge Romana, et il y en a bien d'autres encore, le professeur Foucan de l'UMO. Mais c'est Timoun en nous. C'est des mouns qui pâtissent en France ou ailleurs, qui ont acquis un diplôme, qui font de la recherche, puisque avec mon métier d'élu, je vois les recherches qu'ils développent, puisque la région subventionne de la recherche sur le cancer, sur la drépanocytose et bien autres. Donc je vois ces gens-là au quotidien. Je vois leur expertise professionnelle reconnue à l'international, puisque leurs publications, leurs résultats, leurs données scientifiques sont publiées et reconnues à l'international. Et nous, nous pas qu'à faire confiance. Là aussi, il y a un vrai sujet de sociologie. Nous plus parer, écoutez, des Polonais, des Suisses, des mouns qui nous pas savent là sorti. Nous pas même savent si on a un diplôme. Nous pas même savent si on pani un diplôme sorti à dans pochette surprise. Et nous qu'à écouter yo, nous qu'à diffuser, nous qu'à dire écoute, regarde ce qu'il dit sur le vaccin, regarde. Alors que nous avons des spécialistes locaux, des mouns en qui on peut faire confiance, qui ne sont pas à la botte du gouvernement. D'accord? Et qui nous montrent la voie et nous refusons de les suivre. Mais Madame Boissé, il y a un vrai sujet là. Et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, les étudiants que j'ai à la fac, mais d'autres étudiants que je peux connaître en métropole me disent, mais regardons la Guadeloupe. On va chercher des diplômes, on devient des experts. Et ils n'écoutent pas les experts, ils ne nous écoutent pas. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Pourquoi nous n'écoutons pas nos experts locaux? Je peux comprendre qu'on n'ait pas confiance dans le préfet. Le préfet applique la politique du gouvernement. Mais quand même, un professeur Raymond Césaire, un virologue, qui publie, qui est en train de monter à nouveau un groupe de recherche pour des travaux futurs. Docteur Jarige Bruno, un infectiologue, qui, chaque semaine, travaille avec l'ARS pour sortir les meilleures stratégies possibles pour faire face à la Covid, au CHU. Et il y en a d'autres encore. Mais pourquoi? La question, moi, je me la pose. Pourquoi nous n'écoutons pas nos experts locaux? Pourquoi? Parce qu'ils parlent comme le gouvernement, ou c'est plutôt le gouvernement qui parle comme ses experts locaux? Parce que finalement, la science et la logique, ou pas ni des chemins, sont seuls chemins. Mais on aurait pu ne pas faire confiance au gouvernement, mais on aurait pu faire confiance à nos experts locaux. Et penser que lorsque Dr Jarige Bruno dit il faut prendre cette direction, lorsque Raymond Césaire dit il faut prendre cette direction, nous t'es prendre. Pourquoi nous pas qu'à coûter Timoun en nous que nous voyons former, prend toute sa voix qui nie sa voix, Timoun qui a publié dans des grandes revues internationales, des gens qui ont nous renommés, mais non, nous préférons écouter Dr Perron, d'accord, d'ailleurs qui était votre invité la semaine dernière, puisque j'ai suivi par Canal, un médecin qui a été viré pour ses thèses anti-vax, etc., parce qu'ils ne sont pas fondés sur la science. On préfère écouter une Claude Herrion, une femme généticienne qui est également que l'INSERM a renvoyé et qui aujourd'hui fait des enterrements symboliques de fœtus avortés à l'île Maurice. Nous préférons écouter des gens
qui sont hors de la science, plutôt que nos propres scientifiques. Et ça, Madame Boissé, je n'ai pas de réponse à ça. Parce que moi, en tant que formatrice, moi qui à l'université travaille avec les étudiants pour leur donner une formation, leur donner un diplôme, et que je veux dire, ben demain, vous n'êtes pas expert dans votre pays, mais si eux, ils ne le sont pas, qui le sera? C'est une vraie question. Alors, on n'écoute pas les experts, on n'écoute pas les élus. Que s'est-il passé alors au sein de cette population? Ben, c'est les réseaux sociaux. Claude Malhuret, le sénateur, l'a dit. Twitter est devenu, c'est la Twitter Harvard School. Donc, Twitter est plus puissant que nos experts. Facebook est plus puissant que nos experts. WhatsApp est plus puissant que nos experts. Mais c'est une question, hein. C'est une question fondamentale et c'est une question de démocratie. À partir du moment où on ne met pas la science et la logique au centre de nos décisions, ça veut donc dire, Madame Boissé, que n'importe qui, par le biais de WhatsApp, peut vous influencer à prendre une mauvaise décision. Vous avez vous-même été mise à mal sur WhatsApp, non? Oui. Ces jours derniers? Oui, j'ai été mise à mal parce que j'ai eu le malheur de publier une photo en tant que présidente de l'Office français de la biodiversité, où on me voyait à l'antenne, alors c'est l'antenne des Antilles, pour l'Office français de la biodiversité. Et c'est vrai que j'étais entourée de personnes essentiellement pour faire un raccourci à la peau blanche. Et tout de suite, ça a remis en question. Alors, j'ai même été traitée de négresse de blanc. Enfin bref, les gens aujourd'hui ont une violence de réaction sur les réseaux sociaux. C'est vraiment incroyable et laisse peu de place au dialogue. Alors moi, ce soir, ce que je suis venue dire sur cette photo, qui a fait couler beaucoup d'encre, où j'ai été énormément interpellée, moi, ce que j'ai envie de dire à la population, c'est que cette photo que nous avons faite, premièrement, ne regroupe pas l'entièreté de l'équipe de l'Office français de la biodiversité. Alors, il faut savoir qu'il y a une antenne Antilles. Alors, vous avez la direction Outre-mer. Et dans cette direction Outre-mer, vous avez l'antenne Antilles qui recoupe Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Martinique. Vous avez l'antenne de Guyane, vous avez l'antenne de Wallis et Futuna, de l'océan Indien, de la Polynésie. Donc, vous êtes la présidente de l'antenne Antilles? Non, je suis la présidente tout en haut, tout en haut, tout en haut. Je suis. Voilà. Et donc, le nouveau directeur qui a été recruté au mois d'août, alors que je n'étais encore rien, Fabien Barthelin, a été recruté. Et en fait, ça a donné lieu à des choses, mais vraiment racistes, xénophobes, que je ne reconnais pas mon pays. Fabien Barthelin, ça fait plus d'une quinzaine, une vingtaine d'années qu'il vit aux Antilles. Il a publié des bouquins c'est un spécialiste de la botanique tropicale, d'accord? Et il a postulé parmi d'autres pour pouvoir avoir ce poste. Et il a été retenu à la fois pour ses compétences et pour le réseau qu'il peut déployer au sein des Antilles pour pouvoir mener à bien les missions de l'OFB. À côté de lui se trouvaient des jeunes femmes, enfin beaucoup de jeunes, qui ont été recrutés pour la plupart sur des programmes européens. Life Best, que nous avons pu obtenir pour pouvoir mettre en place des solutions fondées sur la nature, entre autres. Donc, ce sont des recrutements qui ont été menés, des postes qui ont été publiés. Moi-même, j'ai à plusieurs reprises fait passer dans mon réseau ces ouvertures de postes. Et malheureusement, sur la photo, comme par un fait exprès, on vient de recruter une jeune inspectrice de l'environnement. Cette jeune femme est de la communauté indienne. Elle était partie en formation et il y en a d'autres encore qui n'étaient pas présents sur la photo. Et voilà. Mais simplement, en dehors de cette photo qui a attiré les foudres de la population, moi, le message que je leur lance aujourd'hui, en tant que vice-présidente de la région Guadeloupe et en tant que présidente du conseil d'administration de l'OFB, si la population ne se saisit pas de sa biodiversité, la nature a horreur du vide. Je prends un exemple. À l'Université des Antilles, d'accord ? À l'Université des Antilles, vous avez une filière qui forme sur l'écologie, sur la biodiversité.
Dans le master écologie tropicale, noté A+, donc c'est un master d'excellence, on retrouve plus de 80%, d'accord, de personnes extérieures à la Guadeloupe. Ça veut donc dire que nos jeunes ne sont pas attirés par notre biodiversité. Ça veut donc dire aussi, Madame Boissé, que nous avons raté quelque chose en termes de formation sur la transition écologique et énergétique. Nous formons à l'appel des secrétaires des comptables. Moi, je n'ai rien contre les secrétaires et les comptables. Mais dites-moi, Madame Boissé, où vous avez entendu parler d'une formation pour former des techniciens sur l'eau? Nous sommes en train de faire des millions d'euros de renouvellement de canalisation, d'eau potable. Les techniciens, ils sont où? Nous allons lancer un chantier de plus de 200 millions d'euros où il y aura l'eau potable et l'assainissement. Les techniciens sur l'assainissement, ils sont où? Qui les forme? Ils sont où? Alors, il y en a quand même. Ben, il y en a quand même. Ils ne sont pas en Guadeloupe, mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Il y en a qui sont formés à l'extérieur, ils peuvent postuler sur les postes. Mais nous-mêmes, au sein de l'Académie de la Guadeloupe, que faisons-nous? Mais justement, et là, c'est vrai que nous n'aurons pas suffisamment de temps, mais je pense qu'il faudrait quand même y réfléchir et revenir là-dessus. Parce que ce qui se dit, et nos jeunes le répètent, qu'il n'y a pas une vraie politique mise en place pour favoriser l'embauche de jeunes Guadeloupéens sur le territoire. J'ai même entendu certains dire que nos élus ne font rien pour qu'ils puissent revenir et qu'ils puissent s'emparer des postes clés de notre territoire. Donc, est-ce que là aussi, il n'y a pas eu manquement? Non, en fait, je dirais que il y a probablement des choses à amplifier, d'accord? Parce qu'en fait, on se rend compte que lorsqu'on publie un poste, là actuellement, cette fois-ci, en tant que présidente de l'Agence régionale de la biodiversité, donc là, je suis à niveau régional, j'ai publié un poste pour recruter un directeur pour l'agence. Cette directrice va prendre ses fonctions au 1er février. Il s'agit de Madame Myriam Walk-Bergobson, qui est l'ancienne directrice des 50 pas géométriques. C'était la meilleure candidate, d'accord? Mais je dois dire que pour 2 ou 3 Antillais qui émergent du lot, vous avez une dizaine de candidatures hexagonales, d'accord? Et qui sont intéressantes. Donc on ne peut pas parler de préférence locale. De toute façon, c'est un jury de recrutement, d'accord? Évidemment, nous mettons des critères pour pouvoir recruter sur les postes. Et c'est vrai que je me suis fait aider pour ce recrutement de la directrice. Je me suis fait aider d'experts locaux, à la personne de Patricia Bafon-Trobo, puisqu'elle a été une ancienne directrice de Pôle emploi, donc du management, de Félix Lurel pour la partie biodiversité. Et donc, ce qui fait que sur les critères que nous avions définis ensemble, en présence de l'État, en présence de l'OFB, puisqu'à l'époque, je n'étais pas encore présidente de l'OFB, nous avons défini un certain nombre de critères. Et un de ces critères, c'était d'avoir une parfaite connaissance des acteurs locaux. Et Patricia Bafon-Trobo avait même rajouté un autre critère qui était aussi la maîtrise de la langue créole, qui devait être un plus. Donc oui, nous pouvons faire du recrutement en direction des personnes diplômées, mais ça sera toujours à compétence égale. Ça sera toujours à compétence égale. Moi, ce que j'ai envie de dire ce soir à la population, la nature a horreur du vide. Il faut que nous formions davantage nos enfants sous les métiers verdisants. Les métiers verdisants, c'est la biodiversité, c'est les métiers de l'eau, de l'assainissement, des énergies renouvelables. Est-ce qu'on connaît ici des filières de formation sur les énergies renouvelables à Bac+2? J'en connais à Bac+5, parce que mes collègues, le professeur Laurence Romana a monté des formations ingénieurs, mais à Bac+2 ou à Bac+3 professionnel, j'en connais pas. Et c'est vrai qu'avec l'inspecteur au développement durable, Julien Antoine, nous avons commencé à 2 ans à recenser tous ces métiers verdisants.
Et donc, l'objectif pour le rectorat, c'est de pouvoir ensuite mettre ces emplois-là en formation initiale ou en formation professionnelle. Parce que, je le dis et je le répète, la transition écologique et la transition énergétique, quel que soit le domaine où on ira, que ce soit dans l'économie, le tourisme, vont devenir importants. Quand on regarde ce qui se passe actuellement à la Commission européenne, on est en train de changer de paradigme économique. Aujourd'hui, avec la taxonomie, c'est-à-dire que la Commission européenne indique que plus aucune activité économique ne recevra de subventions publiques si ce n'est pas une activité verte. Et donc, du coup, nous devons absolument former notre jeunesse à embrasser cette transition écologique et cette transition énergétique par la formation. Et ce sont des métiers jusqu'ici méconnus. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de faire la promotion de ces métiers, d'expliquer parce que c'est vrai, on dit les jeunes, il faut qu'ils s'approprient des nouveaux métiers. Mais que fait-on pour qu'ils puissent être vraiment informés sur ces nouveaux métiers? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas mettre en place une politique incisive dans le domaine? Parce que les jeunes, bon, s'ils connaissent pas, ils ne peuvent pas y aller. C'est la volonté, en fait, du rectorat de véritablement identifier ces métiers et de pouvoir mettre en place des formations à Bac+2, à Bac+3, ou à Bac, tout ça, un Bac Pro, pour pouvoir aider nos jeunes. Je sais que, par exemple, au niveau du lycée professionnel de Capesterre, bien, le proviseur a mis en place une formation mécanique de mécaniciens qui travaillent sur les voitures hybrides et sur les voitures électriques. Mais bien sûr, puisqu'on va s'engager dans la transition énergétique, ça veut donc dire que le métier de mécanicien va changer. Et donc, il faut qu'on soit dans l'anticipation et qu'on arrête de subir. Parce que sinon, si nous ne formons pas nos jeunes, eh bien, les mécaniciens de demain qui travaillent sur les voitures hybrides ou sur les voitures électriques, ils vont venir de France hexagonale ou de Pologne ou d'ailleurs. C'est ça la question. Il faut qu'on soit dans l'anticipation de ce qui va se passer et de la direction qu'on veut donner à notre territoire. Et sincèrement, je vous remercie, Yves Boissé, de me donner l'opportunité de parler de la transition écologique et énergétique, parce qu'on ne le fait pas assez sur les antennes et sur les médias pour pouvoir donner cette impulsion. Et puis, à côté de ça, il faut aussi que le citoyen se saisisse de la question. Quand on regarde les gens qui nettoient sur les plages après Pâques, les vieux frigos, les vieux trucs qu'on a laissés, les poubelles qui débordent, ce sont souvent des associations de personnes blanches qui viennent nettoyer. Et ça me pose un problème. Ça me pose un problème. J'aurais aimé que ça soit des associations de populations antillaises qui viennent, qui se saisissent à bras le corps de cette question de la biodiversité. Il faut qu'on arrête les décharges sauvages. Il faut qu'on arrête de jeter les choses n'importe où. Moi, chaque fois que je suis derrière une voiture qui balance sa bouteille plastique, etc., oui, il faut qu'on arrête. Il faut que la population se saisisse de cette question, de cette biodiversité exceptionnelle et ordinaire que nous avons tout donné. Est-ce que la région Guadeloupe, justement, a décidé de mettre en place une politique, incisive, pour justement s'adresser à la population et essayer de faire que cette population puisse se rendre compte que c'est une priorité, puisque la région, c'est le volet économique, etc., formation aussi. Donc, est-ce que là aussi, il n'y a pas un vrai enjeu et qui devrait être mis en place par la région? Puisqu'on dit oui, la région, mais ce que vous dites, moi, me ramène effectivement à l'action régionale. De toute façon, en termes de formation professionnelle, puisque la région, elle est sur la formation professionnelle, la formation initiale, c'est de la compétence du rectorat, travail de concert avec le rectorat, justement, pour pouvoir définir ces nouvelles filières.
Mais nous, dans la commission environnement, Madame Boissé, vous m'entendez matin, midi et soir parler de gestion des déchets, des infrastructures que nous allons mettre en place. Nous sommes en train de construire et de rénover 9 déchetteries. On a déjà livré Pointe-Noire, on va livrer Bouillante au mois d'avril, on va livrer Terre de Bas au mois de juin et Baïf à la fin de l'année 2022, et puis ainsi de suite. Donc maintenant, sincèrement, il faut que la population s'approprie de cette biodiversité. D'autant plus que l'UICN vient de sortir sa liste rouge des espèces menacées d'extinction. 15% de nos espèces animales et végétales sont menacées d'extinction sur le territoire de la Guadeloupe. Et c'est dramatique parce que certaines espèces, on ne les retrouve dans le monde qu'en Guadeloupe. Donc, une fois qu'elles auront disparu, eh bien, elles ne reviendront pas. Et qu'est-ce qui cause la disparition de ces espèces ? Eh bien, le fait que, eh bien, c'est l'action de l'homme sur la nature, le fait que, eh bien, on crée des décharges un peu partout, qu'on a jeté son huile de vidange, par exemple, sur la déchetterie de Bouillante que nous sommes en train de construire. Eh bien, c'était le lieu où nous construisons, c'était un endroit. Alors, je ne stigmatise pas la population de Bouillante, mais c'est un endroit connu dans la zone. On pouvait venir faire sa vidange sauvage. Donc, on venait jeter ces huiles usagées de moteur sur ce terrain, et du terrain, ça finissait dans la mer. Et la réserve Cousteau n'est même pas 1 kilomètre à vol d'oiseau. Vous voyez ? Donc, il faut que la population se saisisse de cette biodiversité pour pouvoir donner des emplois à nos enfants et pour qu'on puisse la léguer aussi dans le meilleur état possible à nos enfants. Merci Sylvie Gustave dit Duflo d'être venue sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous. Merci.